Donc vous vous appelez? Bon, je m'appelle Dependré Dambel, Jacques, mon prénom. Puis mon ancêtre, donc, a quitté la France en 1749, en juin, je crois, pour La Réunion. Et mon père, lui, donc, a quitté La Réunion en 1913 parce que son père était donc mort. Ma grand-mère maternelle s'est remariée à un administrateur civil qui était affecté à Mananzar. Parce que Mananzar, à l'époque, c'était le chef-lieu de province avant Fianarantsoa. Il était affecté à Mananzar et un an après son arrivée à Mananzar, il est mort d'une bilieuse en tournée. Voilà. La bilieuse, c'est le palu qui n'est pas soigné, quoi. Hein. Quand vous ne soignez pas le palu, vous évacuez vos globules rouges et puis c'est terminé. Mhm. Voilà. Donc votre famille, c'est 2 siècles quasiment, enfin presque 2 siècles à La Réunion, Voilà. et ensuite 90 ans à Madagascar. Oui. Mon père est arrivé. Mon père, lui, est arrivé en 1913, mais la famille de ma mère est arrivée quelques années plus tôt, en 1907 ou 8, je crois. Parce que ma mère est née à Vatumange en 1910. Voilà. Et vous, donc c'est toute une vie à Madagascar? Oui, pratiquement. Chaque fois que j'ai quitté Madagascar, c'est qu'on m'a poussé un peu, quoi. Voilà. En 68, je suis allé en France. J'ai débarqué pendant les grèves de 68. Ça, parce que je voulais... enfin, on m'avait demandé d'amener ma fille voir ses grands-parents maternels. Parce que sa mère est morte à Manakar. Voilà. C'est comme ça que je suis allé la première fois en France en 1968. Et alors, la première impression, c'était quoi? Ben là, c'était un peu l'émerveillement, quoi, hein, puisque sortir de ma brousse comme ça, débarquer en France, c'était... Et puis bon, à l'époque, j'étais encore assez jeune. J'ai loué une voiture et puis j'ai circulé dans toute la France, quoi. Je suis parti pour 3 semaines. Non, 6 semaines. 3 semaines de grève, bloqué à Marseille. Puis pendant les 3 autres semaines, j'ai fait 5500 km. Voilà. Et puis à ce moment-là, donc, comme j'avais emmené ma fille chez ses grands-parents maternels, j'ai rencontré la jeune sœur de la mère de Nicole. Mhm. Et puis bon, pour Nicole, et puis un peu, bon, elle me plaisait aussi. On s'était donné rendez-vous pour l'année d'après. On avait décidé de se marier. Mhm. Donc je suis revenu la deuxième fois en 69 pour me marier. Et je me suis marié. Elle est venue sur Madagascar, mais ça n'avait rien à voir avec la sœur aînée. Vous savez, en tant que planteur, éleveur, on confond un peu tout. Moi, quand j'avais une bonne vache laitière, je pensais que, enfin, en principe, tous les sœurs sont aussi bonnes vaches laitières que... Mais ce n'est pas le cas pour les humains. C'était le jour et la nuit. Donc, ça n'a pas marché, mais j'ai eu le temps d'avoir 3 enfants avec elle. Mhm. Et il est reparti sur la France, on s'est divorcé, quoi. Voilà. Donc, c'était en 69, deuxième fois. Et puis, en 88, j'ai fait l'effort d'y aller parce que mes 3 enfants que j'avais eus donc avec ma seconde femme sont en France. Alors je tenais à les voir avant qu'il soit trop tard, avant que mon fils aîné, que j'avais eu avec elle, ait ses 18 ans. C'est comme ça que je suis allé la troisième fois en France. Oui, Voilà. donc vous y allez de temps en temps et de manière un peu. Voilà. Vous Et dites puis 88, et puis là, j'y suis allé pour justement aller voir ma
ma cousine, ma dernière cousine germaine de Pendré-Dambel qui est en France, voilà, qui a 76 ans. Voilà. Parce que vous disiez tout à l'heure votre brousse. Vous, chez vous, c'est où? C'est pas Madagascar, c'est pas tout Madagascar? Non, c'est pas tout Madagascar. C'est dans l'arrière-pays de Manakar, à une centaine de kilomètres. Une centaine de kilomètres de Manakar. C'est-à-dire, c'est là que vous êtes bien? Ben, c'est là que je suis bien. C'est là que je suis dans mon milieu nain. Quand j'arrive là-bas, il y a plus de... Enfin, les soucis, on en a toujours, quoi, mais on oublie un peu tout. Puis là-bas, il n'y a pas de courrier. Et il n'y a pas de téléphone. Et puis alors, comme j'habite sur la rive gauche d'un affluent du fleuve Matitane, même les importuns, ils hésitent souvent parce qu'il faut prendre la pirogue pour venir. Voilà. Et là, vous y faites quoi? Eh bien, écoutez, d'abord, c'était surtout le café. Mais le café, ça fait maintenant 4 ans que le cours du café s'est effondré. Donc, je suis obligé de... Enfin, obligé, puisque, pas tellement, mais je voudrais quand même rentabiliser les plantations. Donc, j'arrache une partie des caféiers pour créer des rizières. Voilà. Et c'est ce qui m'occupe beaucoup en ce moment. Et je fais un peu aussi de cannelle, mais la cannelle aussi, les prix sont très faibles. Un peu de poivre, très peu, parce que bon, on a eu des périodes très difficiles, quoi. Pour le poivre, une année, on m'a tout coupé. On ne sait pas qui. Ils sont venus, ils ont tout coupé. C'est pareil pour le café. Une des plantations qui produit le plus de café, une année, on m'a tout saccagé. Ça, c'est. Est-ce que c'était quand? Il y a longtemps? Pour le café, c'était en 84. Pour la cannelle, d'abord non, avant la cannelle, c'était le poivre en 82 d'abord. Le poivre, c'était en 82, le café en 84, et puis la cannelle en 90. Donc ça correspond à des moments où ici, Oui, oui, où les Vasas ont été oui, inquiétés. c'est voilà, c'est ça. Vous qui êtes né ici, comment vous avez vécu ces années-là Euh, Très, 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 très difficilement, quoi. Parce que d'ailleurs, en 84, après comment dirais-je, lorsqu'on est venu me couper tous les caféiers sur une des plantations, le consul de France à Fianarantsoa m'avait recommandé de partir. Il me poussait même. Il y avait plus ou moins, enfin, pour lui, on pouvait plus rester à Madagascar. Malheureusement, moi, je suis né ici. Pour moi, Madagascar, c'est mon pays. D'ailleurs, je suis marié à une Betsileo. Je me vois mal vivre ailleurs, quoi. Surtout que les Malgaches sont des gens bien. Bon, ils ont certainement des petits défauts, mais vous savez, lorsque vous vivez en brousse avec les Malgaches, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est pas le Malgache, comment dirais-je, c'est pas le peuple malgache mais c'est des fois des dirigeants, quoi, qui fichent le... Et vous êtes resté. Donc, et au consul, vous lui avez dit quoi à l'époque? Eh bien, écoutez, moi, j'ai demandé de réfléchir d'abord, mais ils m'ont tarabusté comme ça pendant 8 mois. Puis, bon, j'ai tenu le coup, je suis resté. D'ailleurs, dans ma région, je suis le seul, hein. Tous les autres sont partis. Et ils sont tous partis en abandonnant purement et simplement leur plantation. Et des grosses sociétés caféières qui produisaient plus de 200 tonnes de café marchand sont tout simplement abandonnées.
parce que, bon, à ce moment-là, on leur menait la vie dure, quoi, aussi bien à eux qu'à enfin, tout le monde. Et qu'est-ce que sont devenues leurs plantations? Ben, c'est abandonné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et puis, ça sert pratiquement pas, même pas aux, aux gens aux paysans du coin, quoi. Hein. Parce que ça sert de pâturage, ça sert de tout ce que vous voulez, mais ça ne produit pratiquement rien. Quoi. Mhm. Un peu de, pardon. Oui, le problème, c'est. Tenez, je peux vous les dire. Ouais. Un peu de canne à sucre qui sert à fabriquer le tokagash, et puis c'est tout. Mais il n'y a plus de café, parce que le café, de toute façon, il faut l'entretenir. Et alors vous qui êtes en brousse là-bas, j'imagine qu'à l'époque, à une certaine époque, les relations avec les autres planteurs du coin, ça devait être important pour vous quand même. Oui, à l'époque, Comment ça se passait? c'était les seules relations, parce que vous savez, moi, en dehors des relations qu'on avait avec les autres planteurs, euh, en ville, on a un pied-à-terre à Manakar. Bon, ben, comme je dis, je connaissais beaucoup de gens de nom, mais on ne se fréquentait pas. Les seules fréquentations, c'était entre les planteurs et puis les malgaches du coin. D'ailleurs, alors maintenant, ce sont tous les malgaches qui sont autour de la plantation, les villages environnants. Ce sont les seules fréquentations. Voilà. Et votre père avait vécu comme vous? Alors mon père, lui, son histoire est beaucoup plus compliquée et a été beaucoup plus dure que la mienne. Parce que moi, bon, ben, j'ai hérité. J'ai travaillé beaucoup, bien sûr, mais il avait déjà mis les choses en place. Et puis, donc, pour moi, le problème, c'était les événements, quoi. Hein. Les événements, la chute du prix du café. Mais pour mon père, comme je vous ai dit tout à l'heure, lui, il est arrivé à Madagascar en 1913. Il avait 3 ans, avec son frère aîné qui avait près de 6 ans, et puis un petit frère qui avait 1 an et demi. Et 1 an après son arrivée à Madagascar, son petit père est mort. À l'époque, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais ma grand-mère paternelle s'est retrouvée donc sans aucune ressource, quoi. Hein. Sans aucune ressource. Comme elle était douée de ses mains, elle s'est mise à faire de la couture. Elle fabriquait des chapeaux pour essayer d'élever ses 3 enfants. Puis à l'époque, il n'y avait pas les médicaments actuels. On pouvait pas. Et le dernier des petits n'a pas tenu le coup. Il est mort d'une toxicose. Il restait donc mon père et son frère aîné. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas autant d'écoles primaires qu'à l'heure actuelle. Et ma grand-mère maternelle donc ne pouvait pas mettre les deux à l'école. Mon père a été bon, il a fait peut-être 1 ou 2 années d'école primaire, et puis à partir de 9 ans, il a commencé à travailler. Donc il a commencé par faire des gâteaux. Des gâteaux, il faisait ça le matin, et puis il allait distribuer chez les divers commerçants de la ville. Il a fait ça jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près. À 11 ans, il a fait le cordonnier. Il a fait le cordonnier jusqu'à peu près l'âge de 13 ans. Et puis bon, ben, en ville de Mananzar, à l'époque, les jeunes, les garçons sérieux, ça courait pas les rues. Un jour, il se fait aborder par un gros planteur de Mananzar. Il lui a demandé de venir travailler chez lui. Et donc, il a été embauché à l'âge de 13 ans comme magasinier. Et ce planteur avait deux grands garçons beaucoup plus âgés que mon père. Donc mon père faisait le magasinier, mais faisait aussi la collecte des pots de zébu. Un jour, il me racontait, il était donc allé acheter des pots de zébu, et puis sur une petite pirogue en bois, là, et ils avaient entassé ces pots les unes sur les autres,
Et lui, donc, il était assis là-dessus avec 2 gars à l'avant et 2 gars à l'arrière qui ramaient. Puis il y a eu un peu de houle, les pots ont glissé, lui avec. Il ne savait pas nager. Mais à l'époque, il n'y avait pas de problème. Les 4 bonhommes qui étaient là, et avant de récupérer les pots, c'était donc ils ont récupéré mon père. Ça, c'est une petite anecdote. Et puis un jour, donc, il avait... ça faisait 2 ans qu'il travaillait chez ce monsieur. Le monsieur était très content de lui. Un jour, ce monsieur devait s'absenter. Alors, il appelle mon père, il lui dit, écoute, je vais m'absenter, mais tu fais attention à mes 2 larrons de fils, là, tu leur donnes absolument rien. Hein, mon père, donc, avait 15 ans, il y a un des fils qui avait 17 et l'autre 19. Tu leur donnes absolument rien, tu sors absolument rien du magasin. Puis une semaine passe, le monsieur en question n'était pas revenu. Alors il y a un des fils qui vient trouver mon père et dit, écoute, on n'a plus de lait, est-ce que tu peux nous sortir une boîte de lait? Mon père a sorti une boîte de lait. Quand son patron est arrivé, il a fichu à la porte. Voilà. Donc à 15 ans, il s'est retrouvé de nouveau dans les rues et il avait comme ami comment dirais-je, un chef d'atelier, le chef d'atelier du garage Venot à Mananzar. Et cet ami, donc, qui était beaucoup plus âgé que lui dit, écoute, moi, je ne peux pas t'embaucher parce que, bon, ben, on a déjà trop de personnel, mais si tu veux, tu viens au garage, je t'apprends à la mécanique, mais sans salaire. Hein. Bon, il était d'accord. Alors, il a travaillé dans ce garage pendant 3 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, gratuitement. Heureusement que son frère aîné, qui avait quand même étudié un petit peu, avait un emploi aussi dans ce garage. Et donc, grâce au frère aîné, bon, ils arrivaient avec la maman qui faisait de la couture, qui fabriquait des chapeaux, ils arrivaient à vivre comme ça. Et puis, lorsque ils ont décidé de faire la ligne de chemin de fer Manacard-Fiénard. Et là, bon, ben, ils ont mis des annonces dans les journaux, ils demandaient des mécaniciens, ils demandaient des électriciens, enfin un peu de tout, quoi. C'est comme ça qu'il a quitté Mananzar, et il s'est présenté ici au consortium, parce que l'organisme qui était chargé de construire cette voie ferrée, c'était un consortium, quoi. Et là, il a été embauché comme mécanicien. Peu de temps après, bon, il est passé chef mécanicien, électricien. Ça allait très très bien. Et puis, 2 ans après être rentré au consortium, il s'est acheté une épave de camion berlier. Et tout en continuant à travailler en consortium, il a remonté ce camion. Quand au consortium c'était terminé, donc il avait à l'époque 25 ans, il avait son camion de prêt. Et il a fait du transport. Il a commencé avec un vieux berlier, il a fait du transport, bon, ben, le transport marchait un peu à l'époque. Avec ce camion, il a pu s'acheter d'autres camions. Puis, bon, un jour, il y a un ami qui lui dit, tu sais, j'ai hérité de mon beau-père une plantation sur la côte Est, là, mais tu sais, moi, je ne suis pas planteur. Hein. Est-ce que ça t'intéresserait? Alors, ils sont allés visiter ça, et ça l'a plu. Comme lui, il avait quand même vécu pas mal en brousse aussi. Il a acheté sa première plantation en 1938. Voilà. C'est celle sur laquelle vous êtes aujourd'hui? C'est pas là où je suis aujourd'hui. C'est celle qui a été vandalisée là en 84. Voilà. Et donc, il a continué le transport tout en étant planteur. Bon, ensuite, il a acheté d'autres terrains qu'il a carrément plantés, défrichés et plantés, quoi. Donc, voilà son histoire. Il avait souffert, enfin, il a fallu souffrir pour rester ici, pour s'accrocher à ce terrain. Oui. Est-ce que vous pensez que la France, à un certain moment, comme par exemple les Pieds Noirs peuvent le penser parce qu'ils sont partis avec leurs valises et presque rien, est-ce que vous pensez que la France, à un moment, a oublié les Français qui étaient là? Absolument.
C'est comme ça que vous le diriez? Absolument, ah oui, absolument. Parce que les Français sont venus ici. C'était la politique de la France à l'époque. Les Français ne sont pas venus comme ça ici pour simplement une question d'aventure. C'était la politique de la France faisait que les Français venaient s'installer, quoi. D'ailleurs, moi je m'en souviens, avant l'indépendance, les jeunes Français qui venaient faire le service militaire à Madagascar, ils avaient la possibilité de se faire démobiliser à Madagascar. Parce que, bon, on avait besoin de gens pour travailler, de développer le pays, quoi. Voilà. Mais la France a totalement oublié les planteurs, hein. Et ce qui nous est arrivé en 1976, on a été nationalisé. Alors, les grandes plantations de la région de Mananzar ont toutes été nationalisées. Nous avions non seulement les plantations, mais on avait des soldes de créditeurs dans les sociétés où on avait livré nos cafés. Tout ça, ça a été... enfin, je ne sais pas quel terme on employait. Les plantations ont été nationalisées, mais les crédits, nos soldes de créditeurs aussi ont été... effacés, carrément. Et là, voilà. Donc, vous avez tout perdu et vous avez dû recommencer? Absolument, sur Mananzar, tout perdu. Alors, sur Manakar, ce sont des petites plantations, hein, 40 hectares. Enfin, dans l'ensemble, on arrive à 120 hectares, mais c'est trois plantations différentes, quoi, hein, distantes à vol d'oiseau. Là où je suis donc à 12 km d'Aniveran. Mon père a donné le nom de cette plantation Belle-Rive. Puis la seconde est à vol d'oiseau à 4 km de là où je suis. Enfin, moi, je me suis mis au centre à peu près pour essayer de... Voilà, mais puis alors après les nationalisations, la France, le consulat nous avait fait préparer des dossiers pour, soi-disant, nous indemniser, mais jusqu'à présent, c'est zéro. C'est zéro. Vous savez, quand on a besoin des Français ici, lorsque j'en parle, parce que tout ça, ça m'a fait mal, l'école française à Madagascar, très très chère, très chère. Et quand Mitterrand s'est présenté comme candidat à la présidence, sa propagande ici, c'était de nous donner l'école gratuite pour nos enfants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été gratuit. Moi, maintenant, je ne sais pas comment ça marche, mais moi, pour tous mes enfants, ça m'a coûté une fortune, leurs études. Ça m'a coûté une fortune. Ça fait mal, parce que vous êtes français, oui. Vous êtes attaché à une terre qui était française. Qui était française, et puis de toute façon, moi, si mes parents sont venus ici, c'était la politique de la France à l'époque. Voilà. Et puis ce qu'on fait ici, c'est pour l'honneur de la France. Vous savez, bon, il y a certainement eu à l'époque coloniale quelques Français qui ont exagéré, quelques administrateurs français qui ont fait quelques bêtises. Mais dans l'ensemble, vous savez, la France a beaucoup fait ici, hein, et les planteurs. Seulement, quand je quitte ma brousse, là, les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Mais vous n'êtes plus français, vous êtes malgache? Moi, je suis français. Et dans votre tête? Oui, dans ma tête, je vous dis, je pense malgache. Et comme vous m'avez posé la question, je rêve aussi en malgache. Voilà. Non, de toute façon, moi, je ne pourrais pas vivre ailleurs. D'ailleurs, quand le consul m'avait demandé de partir, je me demandais où aller. Voilà. Bon, ben, on a tout perdu, mais bon, on n'a pas peur du travail, quoi, et puis on recommence. Voilà. Merci. C'est bien.
Est enterré, le comte de Lille. Tu m'as dit qui c'est? C'est lui qui est enterré au cimetière des Marins, là. Oui, il est sympa, mais je ne le vois pas. Mais je suis allé voir et à sa tombe, il a fait de belles. Oui, mais parce que lui, c'est un poète qui a. Oui. Il y a un autre d'ailleurs. C'est surtout pour les sites, les sites touristiques. Oui. Il a fait de belles poésies, ce monsieur. J'ai jamais lu. Il y en a quelques strophes d'ailleurs sur sa tombe. Ça avait filmé, tu te rappelles? Quoi? Parce qu'en fait, il y a un canal qui est bruit. Et le canal dit donnez-moi un prix. Et il a dit mais moi je voudrais le prix de la métropole. Ils sont allés voir sur internet. Donc le monsieur a dit oui, tu veux voir le prix. Alors moi je vais vous donner le prix métropole. Ils ont regardé sur internet et le monsieur était pris par ce qu'il allait dire. Et il a eu comme ça. C'est un reportage là, mais finalement il a eu la chance. Ouais, combien finalement? Je crois qu'il a eu assez de francs. À la place de. Voilà, momba ny fiverenana aty zany. Alazaiko anao raha ohatra zany milamindamina ny any an-tanà dia mitsirika mandeha taxi posy makaty. Ka raha ohatra hoe tsy milamina dia rehefa lasa zany ny fizana zay efa tavaviana anakata. Fa io taratasy io zany tsy ho adino ny haka ny fotokopiany. Oui, iny aloha dia atao iny tsy adinoko iny ka. Fa miviliky mamako tadiavin-diany mazanga. Amin'ity herinandro ity zao tsy afaka. Fa amin'ny herinandro anankiray ery mandeha manantena andeha talata. Talata. Dia amin'izay miverina antsika ilay zoma. Fa tsy maintsy tonga aty andro.
dia tokotokony amin'ny viny zany mety ho evenao ty zany. Raha ohatra milamindamina ny any Antananarivo lahabia manana fivoriana ka raha ohatra ka milamina ny any lahabia mametraperaka ny azy sady mety hoe azomandray manao ny ôty dia alahady ohatran'izany miverina makany Antananarivo dia eo alatsinainy dia talata mandeha any Masonga. Efa amin'ny fiverenanao ikarakara ny taratasy io tsy ho afaka. Fa amin'ny dinao manaraka ny tiako ho fantatra. Manaraka faran'ny volana mihitsy. Faran'ity volana ity. Satria misy Andry Suzana tonga après ny fandanany Agnès. Agnès lasa 25 ny département. Agnès mandeha 25, ny vahiniko tonga 26. Dia hatramin'ny faran'ny volana reo. Za zany tokony any amin'ny tapabolan'ny février zany no tonga Ndray. Ino? Tsy kosa. zany. Sady mbola mandamindamina programme dia vita eo. Ianao mbola mety azoko Rafitso andeha Manakary. Sa tonga dia mandeha ambanivohitra anao? Mandalo fosiny aho zao. Alahady androany. Alahady androany mandalo fosiny fa tsisy raha ataoko. Tonga dia Roso androany ka ianao? Tratrako angambaka. Kay, koa anao vao milaza hoe andeha amin'ny chantier. Efa nisy igny tsy mandraikitra anahy firy efa ny ivelany hiaraka aminahy tsy dia misy raha ataoko loatra. Ka efa endro be mihitsy ianao zany. Ka ny lalana sy fantatra. Ny lalana sy fantatra. Ferinao zany niva? Niva ferro. Efa vita, efa nataon'ny Dina omaly ny fanomanana ny tomobile dia mahaly rifa nanao soudure igny izy hitondrany entana. Avy nijery ny zareo tamboho fanenitra dia École carburant. Fa izao efa misokatra ry ambalakelika. fa izao e tsy maintsy mamangy ny président ihany tsika izao. Zao androany zao. Alahady sy Tsamagna ny talata ihany tsy azo mangena. Oui. Le raoko rehefa tsy ao zany dia apetraka amin'izany. diny zao dia chef manontany diny na ivelo raha eo izy dia misorika ny vetivety sika dia nareo mandeha za mandeha izeriny ny asan'zareo ary mametrapetraka any. Ny entan'ny papa fa natsa chargé. Sy iny sisy problème naky amin'ny fira miala teto Alohan'ny sakafo peut-être. alohan'ny sakafo anga mety tsy ho tratrako. Fa ny ina moa sika Mbola mivaly sasany iny zao. ina moa sika taroka. Nahoana ny Votre mari, tout à l'heure, on disait qu'il était plus malgache que vous. Vous pouvez me dire un peu ce que vous en pensez? De toute façon, moi, j'ai adopté la vie familiale de mon mari sans laisser tomber la coutume malgache. Mais mon mari, il est plus malgache que moi en ce moment. Parce que je vais vous dire que même les coutumes que j'ai, moi, dans mon village natal, c'est lui qui me fait penser à tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment gentil de sa part d'avoir pensé à tout ça. Et même notre fils cadet, le dernier, il a déjà fait son discours en malgache là-bas dans mon village natal par rapport au vouloir de son papa. C'est son papa qui l'avait encouragé à dire son discours dans mon village natal, qui a été vraiment apprécié par ma famille d'ailleurs. C'est le kabar. Le kabar. Eh bien, écoutez, chez les Betilo, moi, un peu partout à Madagascar, mais sur les hauts plateaux, pour les Malgaches, ils ont l'habitude de faire le kabar. Si vous voulez, c'est un discours, que ce soit pour
des fiançailles, mariages, pour un décès, il y a le kabar. Et des événements familiaux, quoi. Hein. Et pour les Betsileo, lorsqu'on est adulte, on doit pouvoir prouver qu'on est adulte, un homme, donc il faut savoir faire son kabar. Et mon fils, donc, quand il est né, j'ai dit à sa mère, j'ai dit, lui, il faut qu'il fasse son kabar. Hein. Et il avait 14 ans, non? Quel âge il avait quand... Oui, je pense. 14 Oui, ans. entre Il avait 14 ans. 14 ans. 14 ans, il a fait son kabar dans le village natal de Mariette. Et vraiment, ça s'est très très bien passé parce qu'il est doué aussi pour les langues. Il parle très très bien le Betsileo. Et ça fait non seulement l'honneur de notre famille, mais ça fait réfléchir un peu nos amis qui ont des... Moi, mon fils est métis, mais nous avons beaucoup d'amis Betsileo. Leurs enfants ne sont pas fichus de faire un kabar. Voilà. Oui, alors que le vôtre n'a pas un nom très malgache, quoi. De Padre Oui, oui. Et puis, surtout qu'il n'a pas tellement vécu ici, mais moi, c'était mon vœu. Et ça s'est très, très bien passé. Ça s'est très bien passé. Puis, je vois... Pour moi, je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon bonheur, c'est d'être sur ma plantation, quoi. Avec mes ouvriers, mais avec tous les malgaches des villages environnants. C'est une grande famille. Une grande famille. Voilà. Et ce qui se passe en France ne vous intéresse absolument pas? Si. Mais pourquoi? J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que moi ça Si, m'intéresse mais beaucoup. parce que, moi j'ai une façon de... Pardon? Papa, il s'intéresse à tout, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'arrive à Madagascar, généralement, c'est lui qui m'apprend des choses qui sont passées à l'étranger. Et donc, ça m'a toujours impressionné de sa part, parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, en fait. Parce que ce que j'oubliais de vous dire, j'essaye le soir d'écouter au moins une fois par jour, si vous voulez, surtout le soir, France Internationale, quoi. Bon, parce que on a beau dire, mais il y a quand même quelque chose qui reste, un petit lien qui reste avec la France. Et puis, quand... moi, j'ai une façon de voir les choses tout à fait différente de tous ces gens, tous ces ouvriers en France, ces employés qui passent leur temps à faire des grèves. Tout ça, ça me met vraiment... Ça me dérange. Ça me dérange parce que chaque fois, il faut recommencer, ça coûte très cher, et c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Alors qu'ils vivent très très bien. Et si vous voyez comment on vit ici, je ne sais pas s'ils oseraient faire ces grèves-là, pour réclamer toujours plus. Puis de temps en temps quand même, ça me fait plaisir, comme pour l'Irak dernièrement, la décision de Chirac, quoi, hein. Moi, ça m'a fait plaisir qu'il ait tenu tête à bouche pour ce truc-là. Et c'est pour ça, j'essaye autant que possible. Vous êtes aussi un citoyen du monde, pas seulement de la Brousse. Mais oui, Non. ça m'a fait vraiment plaisir, voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon, écoutez... Voilà. Allez-y.
Allez-y. Ah oui, mais vous savez... J'ai le temps. Donc on verra bien. Alors cette voiture, elle vient d'où Eh bien, écoutez, mon père l'a achetée neuve fin 1948. D'ailleurs, il y a le nom qui est inscrit devant. Fin 1948, et puis toutes les pièces là, sur cette voiture sont d'origine. Jusqu'aux pneus. Ce sont des dimensions qui n'existent plus. Ce sont des 165-400. Ça n'existe plus. Et bon, ben là, j'étais obligé de mettre les deux feux arrière de Volkswagen, parce qu'avec le code de la route actuel, il faut deux feux rouges à l'arrière. À l'époque, il y avait un seul sur le côté gauche, avec la plaque d'immatriculation. Voilà. Donc ce sera le cadeau de mariage. Non, j'ai sorti sa sœur aînée là, Voilà. dernièrement. Elle Vous s'est avez mariée, vu donc, la vignette 2001. Puis bon, on la sortira peut-être pour une autre fête familiale ou alors pour le mariage du dernier garçon. Si moi je veux pas me marier. Mais t'as le temps, la voiture a tenu Non, 50 ans, elle j'ai peut le temps, tenir. voilà, je suis pas pressée. Mais vous savez que de nombreuses personnes sont venues et ils ont voulu acheter. Mais ça, pour moi, c'est une relique. Pas question de la vendre. Mais j'ai eu des propositions alléchantes, oui. Mais non. La valeur sentimentale de la voiture est beaucoup plus importante que l'argent que je pourrais gagner là-dessus. Oui, puis c'est une autre époque, c'est une époque aussi à laquelle vous êtes attaché. Oui, oui. C'est pas seulement la voiture, c'est l'époque que ça. C'est l'époque, oui, que ça représente, oui. Puis écoutez, moi, j'ai conduit cette voiture-là, j'avais donc 11-12 ans. Et depuis, je conduis. Voilà. Bien. Merci. Je suis pas collectionneur, ce monsieur, mais il en avait un, on lui avait dit qu'il était précieux. Et je rentre en France, et puis je devais partir aux Bahamas pour faire des reportages. Et je m'informais sur les coquillages, donc j'appelle le président en France de la Fédération française de conchiliologie, parce que c'est le terme exact. Et je lui explique ce que j'avais vu à Madagascar. Il était au téléphone, il était à Strasbourg. Je lui explique, il me dit, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'il y avait un coquillage comme un oursin avec deux trous. Vous êtes sûr? J'ai vu, il me dit, c'était où? Il était prêt à prendre l'avion pour aller le chercher. Et en fait, il m'a expliqué que dans le livre, il parlait de ça. Et pourtant, je l'ai vu, je l'ai vu en main. Il y a ces deux trous bizarres. Et je pense que votre frère doit avoir des spécimens un peu de ce genre. C'est dommage que. Celui-là qui s'occupe de lever le restaurant, là, ça va, il est très gentil, mais... Parce que j'aimerais vous voir en tenue de brossard chez vous. Ah, alors là, c'est... La prochaine fois. Vous allez voir que C'est pas le même. vous penserez plus à la France quand vous serez là-bas parce que Oui. c'est égoïste. C'est bien que tu attaché comme ça. Nous, on est allé sur Ampassimandé. Oui, Passmanzet, oui. Il y a un Français qui est installé là-bas depuis pas très longtemps, qui est un spécialiste des plantes, Somra. Vous l'avez peut-être vu en ville à Manaka. Il a acheté par ailleurs une maison le long de la plage. Mais il a un Ampassimandé, parce que sa femme est de là. Il est en fait en France, il a monté une société d'huiles essentielles. Et c'est un grand spécialiste. Oui. Pas pareil. Mais lui, il l'a pas fait pour vivre à Manaka et monter un hôtel-restaurant. Il l'a fait pour vivre là-bas, pour développer les huiles Ils ont la essentielles. possibilité, quoi, hein, parce que bon, en France, fait un effort pour venir. Et puis j'ai la vieille cousine qui m'a demandé aussi de venir avant que je passer par Dijon pour aller à Francis-sur-Ours, dans le pays du Champagne. Et devant nous, il y a... Vous savez la différence, vous dites avec les gens qui sont venus plus tard. Vous avez une histoire, nous on a une histoire. Ça c'est vous, ça te trompe. Oui, bah, c'est vrai que ceux qui viennent aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils pensent que c'est le pays de cocagne et qu'ils vont bien vivre avec effectivement l'argent.
pas grand chose à échanger avec eux. Mais je vous parle de ce monsieur parce que lui, il est étonnamment pointu, enfin il connaît très très bien les plantes. Il est... Là, c'était véritablement le pays, parce que Paname, c'est les détenus de la forêt des gens. Oui. Et donc, il y a 40 Oh non, il est pas pour moi. Non, c'est il est vert de la queue, ça.